sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'FC Africa 24 Football Club. Et avant de découvrir nos invités, nous allons voir ensemble le sommaire de ce magazine. D'abord, en images, nous parlons de la phase de groupe, de la Coupe de la Confédération et des matchs à venir. Tous les matchs vont se jouer ce 3 février. Puis nous reviendrons aussi sur les incidents qui se sont déroulés sur le terrain du Raja. Deuxième grand titre, eh bien, quelles sont les régions d'Afrique où le développement du foot fait défaut? Dossier que nous traiterons dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, en troisième titre, la prochaine CAN des U20, c'est au Niger à partir du week-end prochain et le football européen avec 4 équipes qui peuvent remporter la Ligue des Champions. Et puis le dossier Neymar, Monaco, PSG. Et puis nous ferons un clin d'œil au championnat espagnol. Parmi les invités, regardez, il y a Imed Hama qui est coach des U19 en Algérie et qui est recruteur d'un grand club de Ligue 1. Grand club, pas un grand club, un petit club. Oui, mais en fait, c'est un club professionnel. Oui, c'est un club professionnel. Ouais, les critères, Imed? Oui, responsable du recrutement pour le DFCO. Dijon. Dijon, oui, c'est ça. Donc voilà, je m'occupe essentiellement de la structuration du nouveau centre. Enfin, il y a une nouvelle direction qui est arrivée depuis 3 ans. Donc on s'attelle à faire un travail de fond pour faire passer le club à un cap au niveau de la formation. Votre interlocuteur aujourd'hui, c'est Antoine Camboiré? Il vient juste d'arriver, donc on le laisse tranquille, qu'il fasse déjà sa mission, qu'il travaille pour le maintien. Et puis quand on se maintiendra, là on pourra voir un peu plus long terme. Merci Imed. Et nos deux autres invités, ils ressemblent à 2 frères jumeaux. Mais ils ne sont pas côte à côte en plus, hein, franchement. Ils ne sont pas du même pays en plus. Tout d'abord, Elton Mokolo, qui est journaliste, mais de la République démocratique du Congo. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Et puis, il y a Abdoul Karim Baldé. Mais Abdoul, je t'appelle Karim. Oui, bah oui, on m'appelle Karim. Oui, Karim. Tout le monde m'appelle Karim, donc voilà. Jeune journaliste de la Guinée-Conakry, mais qu'est-ce qu'il bosse, je le vois souvent. C'est un travailleur, je vous l'affirme, je vous l'avoue. Nous allons nous adresser aux internautes. Et comment jugez-vous le niveau du football africain à ce jour? Eh bien, vous n'hésitez pas, vous intervenez comme d'habitude sur notre Facebook Africa 24 TV et puis l'hashtag Africa 24 à la une de ce magazine de l'FC. Alors écoutez bien et prenez note. Pour commencer, nous allons évoquer dans cette édition le tirage au sort de la Coupe de la Confédération, les forces en présence. C'est un sujet de la rédaction, avec le commentaire assuré par l'excellent Tchèque Omar Jonathan Bandaogo. Après les barrages joués en 2 manches du 11 au 20 janvier 2019, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort des phases de groupe de la Coupe de la CAF. Dans le groupe A, l'Otoo Doyo de la République du Congo affronte le club marocain de la Renaissance sportive de Berkane pour le compte de la première journée, tandis que l'on aura droit quelques heures plus tard à une rencontre 100% marocaine opposant le Hassania Union Sport d'Agadir au Raja Club Athlétique tenant du titre. Dans le groupe B, les Nigérians d'Enugu Rangers accueillent les Burkinabés du Salitas FC, alors qu'une autre rencontre, cette fois-ci 100% tunisienne, mettra aux prises l'Étoile du Sahel au CS Sfaxien. L'autre affiche de la journée, avec 2 clubs issus du même pays, se joue dans le groupe C. Les Zambiens du FC Nkana se déplacent chez ceux de Zesco United avant le duel entre les Égyptiens d'Al Hilal et les Ghanéens d'Asante Kotoko Sporting Club. Enfin, dans le groupe D, les Kenyans de Gor Mahia FC reçoivent les Égyptiens du Zamalek, tandis que les Angolais de Petro Luanda iront chez les Algériens du Nasr Athletic Hussein Dey. Les matchs dans leur intégralité se joue le 3 février 2019. Imed, nous allons vous confier le premier exercice pour analyser justement les groupes. Et tout d'abord, nous allons commencer par le groupe A et après nous allons faire un tour de table. Alors, nous allons voir les 2 matchs au Toyo Doyo contre Berkane et Agadir contre un autre club marocain, Raja de Casablanca. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces matchs du premier tour? Déjà, vous avez 3 équipes marocaines dans le même groupe. Ce qui est... c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Oui, parce qu'en Europe, on ne pourrait pas avoir ça dans les phases de groupe de compétition européenne. Donc c'est curieux. Après, je pense que le Raja
Le Raja a un avantage par rapport à son expérience africaine. Donc, et puis, il y a Berkane qui est un nouveau club qui est monté il n'y a pas très longtemps en première division marocaine. Donc je pense que c'est un groupe assez ouvert, même si je pense qu'il y aura un petit avantage pour le Raja. Voilà, nous allons enchaîner avec le groupe B et c'est Karim qui va avoir la lourde tâche de nous commenter justement avec Nougou Rangers contre Salitas et Étoile de Sahel contre CS Sfaxien. Là aussi, clairement, les deux clubs tunisiens partent quand même favoris dans ce groupe de par leur expérience. Mais moi, l'équipe que je suivrai quand même, c'est le Salitas, première participation à l'échelle. Les clubs tunisiens, pour nos téléspectateurs, c'est l'Étoile du Sahel et le CS Sfaxien, oui, effectivement. Tu fais bien, José, de le préciser. Mais moi qui aime bien les petits poussés dans les compétitions, j'aurai un œil un petit peu plus attentif sur le club burkinabé du Salitas qui arrive pour la première fois de son histoire à ce niveau-là dans une compétition interclub africaine. Donc ça va être intéressant de voir ça. Il y a de plus en plus comme ça d'équipes dans leur championnat, comme Williamsville par exemple la saison dernière de Côte d'Ivoire. Voilà, des petits clubs comme ça qui arrivent à se démener dans leur championnat pour ensuite arriver dans les compétitions africaines. Et nous allons passer au groupe C avec Elton. Elton, il y a donc l'équipe de Al Hilal contre Asante Kotoko et Zesco contre Kana. C'est toujours dans ce qu'on disait au sujet de la poule, à savoir qu'on va avoir deux équipes zambiennes, donc ça va être très intéressant. Ce qu'on peut caractériser pour parler de la poule, c'est l'homogénéité. Et donc par rapport à ça, ça va être intéressant. À Hilal, on en parlait déjà la saison dernière, on était ensemble qu'on vantait les qualités de cette équipe. Donc elle sera à suivre sur la Confédération africaine. Voilà. Et mais je reviens vers vous pour le groupe D avec deux matchs intéressants, à mon avis. Il y a Gormaya contre Zamalek. Donc Gormaya qui reçoit, je ne sais pas comment ça va se passer. Et puis Sendei contre Petro Luanda. Le NEH de Sendei, c'est un club qui est assez instable, a changé déjà 3 fois d'entraîneur. Donc c'est un groupe assez jeune. Ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas qualifiés pour une coupe africaine. Donc là, ils reviennent sur la scène africaine. Je vois un avantage quand même pour le Zamalek avec aussi pareil cette expérience-là. Et puis on sait que majoritairement l'équipe nationale d'Égypte est composée pratiquement des joueurs locaux. Donc un avantage pour le Zamalek sur cette poule-là. Qui devrait donc terminer à votre avis premier de cette poule. Alors messieurs, nous allons nous arrêter pendant quelques secondes sur les Marocains du Raja Casablanca et les Namibiens de l'African Star. Donc ce match a été marqué par des incidents, regardez, entre les deux clubs, une bagarre générale. Le Raja s'est qualifié, vous l'avez vu, pour la phase de poule, après sa victoire 1-0 dimanche dernier au grand stade de Marrakech. Imed, qu'est-ce que ça vous inspire, cette bagarre? On ne voit pas ça justement sur les terrains européens. Il faudrait que ça s'arrête peut-être entre chez nous. C'est déplorable de voir ça. Et puis ça ne reflète pas un peu les mentalités. Moi je suis algérien, mais au Maroc, voir ça, c'est désolant. En Algérie aussi, il y a souvent des troubles également dans les tribunes. Oui, mais pas. Alors bizarrement, plus en interne. Oui, plus en interne. Voilà, plus en interne. Le championnat national. Quand c'est des équipes africaines qui viennent en Algérie, elles sont très majoritairement bien reçues. Voilà, ce genre de phénomène, c'est assez rare. Mais malheureusement sur les matchs de Coupe d'Afrique on voit souvent ça et je pense qu'on a une fédération africaine qui est un peu trop laxiste à mon sens sur les barèmes disciplinaires. Oui, en tout cas la commission devrait s'y pencher. Et sur la sécurité. Oui, justement, je voudrais aussi vous demander tous les deux votre réaction sur ces incidents qui se sont déroulés à Raja, c'est vrai c'est vrai qu'il parlait des problèmes de sécurité et le fait que la Confédération africaine ne prenne pas suffisamment à bras le corps ce genre de problème. Il faut clairement plus de sécurité, que ce soit dans les affrontements entre supporters, peut-être avoir des corps, sans doute avoir peut-être plus de cordons de policiers entre les groupes de supporters rivaux, ce serait une première chose. Et là, dans ce cas-là, ça arrive sur le terrain, par exemple, et après ça dégénère. Mais il faudrait qu'il y ait plus de personnes pour s'interposer. On ne peut pas laisser voir ça, surtout que là, on a vu sur les images, ça dure quand même très longtemps.
temps, sans que personne n'intervienne. Il y a personne pour calmer. Minute, ça c'est arrivé. Oui, mais peu importe la minute du match finalement. C'est bien sûr qu'il y a de la tension dans les matchs, etc., notamment dans des matchs de compétition interclub africaine. Mais là, il ne faut pas que ça reste aussi longtemps comme ça sans que personne n'intervienne. Ça, c'est pas possible. Puis il y a des joueurs aussi africains dans les clubs marocains ou que dans les clubs algériens. Donc là, on voit c'est vraiment de la bêtise, mais ça manque de sécurité clairement. C'est clairement, quand on voit comment ils arrivent à s'approcher déjà assez facilement d'un banc de touche et que ça dégénère comme ça, on se demande déjà où sont les responsables des équipes, parce que je pense que les entraîneurs ont aussi leur part de responsabilité, les dirigeants aussi, les présidents, et puis le service d'ordre. Là, sincèrement, je comprends rien. Et on voit des gens, là derrière, en parka, on voit des gens officiels, mais qu'est-ce qu'ils font? Rien. Et c'est pour ça que je vais dans le prolongement de ce que dit Karim, à savoir que la CAF, j'ai tendance à penser qu'elle circonscrit ce genre d'événements. Il y a un caractère événementiel dans ces bagarres. Ils se disent, ils se sont battus, ça ne va plus se reproduire. Non, au contraire. Si tu laisses la porte ouverte à ça, il y aura davantage d'événements comme ça. Et là, pour le coup, alors c'est vrai que sur ce match, il y avait 0-0, il y avait un partout au match aller, le Raja gagne 1-0 au match retour, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de tension. Il n'empêche qu'on ne peut pas voir ce genre d'événement parce que ça va faire effet boule de neige. On l'a vu, il y avait des bagarres sur le terrain, rien n'empêche à ce que ça se prolonge dans les tribunes. Et ça, c'est très dangereux. La frontière, elle est fine. Donc voilà, il ne faudrait pas mettre de la fumée sur des barils de pétrole. Et c'est à la CAF d'avertir et de dire, les gars, on va être très 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 rigoureux sur ce genre d'événement. Tout à fait, merci Elton. Joseph Doko n'est plus sélectionneur de l'équipe féminine de football du Cameroun. Sédou Njoya, le président de la Fédération camerounaise de football, est intervenu dans ce limogeage. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir. Et puis, sachez que la reprise du championnat du Cameroun devrait se faire ce week-end, mais les équipes ont boycotté justement les matchs. Quelles sont les raisons? Voyons ce sujet d'Ange Bijou notre correspondant au Cameroun. Boycott de l'ouverture du championnat de football au Cameroun samedi 26 janvier 2019. Les deux équipes Eding Sport de la Liéké et Young Sport Academy de Bamenda ont boycotté la rencontre de par leur absence. Un acte qui entre dans le cadre du mot d'ordre de grève lancé par les syndicats des clubs d'élite du Cameroun qui réclament la tenue obligatoire d'une assemblée générale de la Ligue de football professionnel du Cameroun avant le coup d'envoi de la saison. Tout laisse croire que le mot d'ordre de grève lancé par le syndicat des clubs d'élite du Cameroun sera suivi par d'autres équipes. Le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du Cameroun a programmé la tenue de cette assemblée générale au mois de février après le démarrage de la saison. Karim, on peut se dire que souvent le Cameroun fait l'actualité dans le football depuis ces derniers temps, ces dernières semaines. Ah oui, le Cameroun fait l'actualité et pas pour de bonnes raisons. Alors bien sûr, il y a eu le décalage de la Coupe d'Afrique des Nations de 2 ans. Et concernant... Ce qui s'est passé avec la CAN, en fait, c'est vraiment le symbole ultime de tout ce qui ne va pas dans le football camerounais. Et on l'a vu avec un comité de normalisation qui s'est éternisé. Heureusement que récemment, donc, il y a eu enfin l'élection à la FECAFOOT avec un nouveau président qui arrive à sa tête. Et là, je pense qu'on comprend à quel point le chantier est immense. Parce que le championnat, ça fait combien de temps qu'on parle de la reprise du championnat? Ça fait combien de temps qu'on dit que... Depuis le mois de juillet, déjà. Depuis le mois de juillet, j'ai l'impression que c'est un débat qui dure depuis 6 mois, 8 mois, 9 mois, et rien n'est réglé. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'ils s'asoient autour de la table. Alors là, bon, l'histoire de la date, de l'Assemblée générale, etc. Le président de la Ligue n'est pas à sa place. Il m'aide et Pelton. Oui, ça, le coup de l'Assemblée générale, etc. Bon, ils peuvent convenir d'une date, c'est un faux problème finalement. Le vrai problème, c'est est-ce qu'ils ont les moyens pour commencer ce championnat et est-ce qu'ils ont les moyens d'aller au bout du championnat surtout. Le débat s'est enlisé entre les deux parties. Alors du côté de la Ligue, on invoque cette Assemblée fin février, alors que le championnat aura débuté, là où le syndicat dit nous on veut commencer avant le début du championnat justement. Et là par rapport à ce qu'on a vu sur les diverses déclarations, on a des écarts entre les avis, à savoir que voilà, le président de la Ligue campe sur ses positions, le syndicat campe sur ses positions, on en arrive à une situation qui est catastrophique pour le football. Que ce soit militaire, le président de la Ligue. C'est ça, c'est le général Semag si je me
me trompe pas sur le nom de famille. Donc voilà, il a été élu récemment et il disait que par rapport à ça, on avait un cahier des charges à respecter et on n'allait pas varier d'un iota par rapport au plan établi. Et donc le syndicat a dit, puisque c'est comme ça, on appelle au boycott. Et là, il y a eu un lien de cause à effet puisqu'il y a une dizaine d'équipes qui ont boycotté. Mais le fait est que ouais, c'est un problème de gouvernance qui est majeur pour le football camerounais. Merci Elton. Et puis Samuel Eto'o et Habib Beye ont foulé la terre mauritanienne il y a quelques jours de cela. Et d'après notre ami Habib Beye, eh bien, avec qui j'ai discuté dimanche soir, la Mauritanie fait un effort considérable pour développer le football et utilise à bon escient l'argent octroyé par la FIFA, une équipe qui se prépare, vous le savez, pour la prochaine CAN en Égypte. CAN différée, vous le savez, d'une semaine à cause du Ramadan. Ce sera du 21 juin au 19 juillet au lieu du coup d'envoi, donc le 13 juin. Et à propos de la Mauritanie, juste 2 mots sur le championnat pour vous signaler tout simplement bien que Nouakchott est en tête. Nouakchott King, les rois de Nouakchott, sont devant Nouadhibou et 3e Tewak Zena à la dernière place. Nous retrouvons Deuz. C'est bien pour le Ramadan de décaler, hein, justement. Oui, c'est une bonne chose de s'adapter aux coutumes locales. De toute façon, vu que, et on va pas revenir sur tout le feuilleton autour de cette attribution de la CAN, voilà, maintenant que c'est en Égypte, bon, bah, faut s'adapter. Effectivement, c'est pas mal pour qu'il y ait de la préparation complète, parce que le Ramadan se termine début juin. Et donc, il y aura 2 semaines de préparation complète. Le problème que ça pose quand même, c'est sur la fin, parce que la fin est très tardive quand même de la CAN, quand même le 19 juillet, si je dis pas de bêtises. Et là, pour le coup, les joueurs, on avait vanté le fait de mettre ça l'été pour que les joueurs puissent être, qu'il n'y ait pas le problème de choisir entre club et la sélection, mais avec une fin aussi tardive, ça va compliquer leur début de saison derrière. Mohamed Salah a souffert à la Coupe du Monde. Hein, écoute, si je peux juste parler de l'attribution de la CAN pour à l'Égypte. Sincèrement, je trouve que c'est un choix qui est pas judicieux du tout. Quand on sait que les joueurs vont arriver déjà bien entamés en fin juin, ils vont jouer sous un taux d'humidité très haut, avec une très forte chaleur. Donc le choix de l'Afrique du Sud aurait été beaucoup plus juste par rapport au climat. Imed, gardez votre parole. On en reparle tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Ça marche. C'est la fin de la première, justement, vous l'avez compris. Une petite pause publicitaire. On se retrouve juste après.